Brudel, donc un réseau de partage d'expériences entre des collectivités qui ont fait et des collectivités qui veulent faire, à l'échelle de la Bretagne historique, c'est-à-dire sur les 5 départements bretons. Réseau qui s'attache à la question de la compétence communale et intercommunale. À peu près 280 communes et intercommunalités adhérentes sur les 5 départements bretons. Réseau qui est administré par des élus. Et réseau qui, parmi les thématiques effectivement de travail qu'on voit sur la dernière diapo, travaille sur l'ensemble des sujets et notamment sur la question de l'éco-construction, de l'éco-rénovation, de la question de l'aménagement, évidemment. Réseau qui travaille sur la question de la dynamique des territoires et du coup sur la question aussi de l'emploi dans les territoires que peuvent générer les collectivités. Donc effectivement, les biosourcés ont toute leur place dans ce sujet-là. Et oui, j'allais vous dire, Brudel, de biosourcés, comment ça se passe? Alors ça se passe depuis très longtemps, parce que quand je suis arrivé à Brudel il y a 15 ans, on avait la première commune qui construisait en ossature bois paille avec des chantiers participatifs d'insertion et de formation. On était sur la commune de Mouet, 400 habitants, on était avant la sortie des règles professionnelles, et avant que j'arrive, on avait déjà la chevalerie qui avait travaillé sur des cloisons en briques de terre comprimées, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inhérent au réseau de Brudel depuis sa création en 2005. Merci beaucoup Muriel Houtet-Bouton et Yann Homé. Qu'est-ce qui fait qu'on est administrateur à Brudel? Est-ce que ça nous aide, nous, après, collectivité, pour nos projets? Enfin, pourquoi? Ouais. Par conviction, probablement, parce que pour faire avancer des sujets autour du développement durable des territoires, on appelle ça transition écologique, mais il y a 15 ans on parlait de développement durable. C'est important de partager des expériences. Quand les communes sont de petite taille, elles ne disposent pas de beaucoup d'ingénierie en interne, et donc aller voir ce qui se fait ailleurs, aller chercher les bonnes idées, ce sur quoi il ne faut pas se tromper. On peut le faire en écoutant les élus qui s'y sont frottés, les agents qui s'y sont frottés, donc en premier lieu pour pouvoir avancer politiquement sur nos territoires. Et puis progressivement, quand on avance, quand on concrétise des projets, rendre l'appareil et être capable de partager nos propres expériences, en faire bénéficier d'autres et leur permettre d'avancer. Donc ça, c'était vraiment la raison d'être de l'adhésion. Progressivement, des intercommunalités ont adhéré pour les mêmes raisons, avec des prises de compétences autour de la mobilité, par exemple, qui sont récentes et qui permettent d'échanger et de donner des idées à d'autres. Et puis au-delà de l'adhésion politique et permettant de faire avancer des projets politiques, il y a aussi l'idée de se retrouver entre nous convaincus. Quand on fait un OCR, on a besoin de convaincre personne de l'utilité de mettre du biosourcé ou des énergies renouvelables sur nos territoires. Et ça, c'est très très reposant. Merci beaucoup. Un complément, Yann? Un complément du coup. Il y a vraiment le sujet du faire. En fait, un maire, une équipe municipale, à nos échelles, on fabrique du quotidien. Et dans le réseau Brudel, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est la traduction concrète dans des choses réelles, physiques, fabriquées, construites. Et on a besoin de voir aussi ces éléments-là pour pouvoir les penser, les imaginer et les reproduire. Et il n'y a pas beaucoup de réseaux où on est dans des choses où on fabrique, où le retour d'expérience, il est sur des choses très pratico-pratiques. Une équipe municipale, pour les petites collectivités qui sont quand même une grande majorité des adhérents, c'est un grand projet de bâtiment public par mandat pour donner une réalité quotidienne de c'est quoi une équipe municipale. Elle gère 60%, elle gère le quotidien et elle a souvent un gros bâtiment public, une école, une extension, un centre de loisirs, une bibliothèque ou je ne sais quoi, qui va être un peu l'investissement du mandat. Donc on est bien sur quelque chose où on s'organise autour de faire quelque chose et le réseau Brudel nous permet aussi de penser ça. Et alors justement, Yann Homé ou Muriel Houtet-Bouton, qu'est-ce que c'est un projet biosourcé réussi pour un élu? J'ai le micro, je le garde, après je le redonne. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une réflexion commune et partagée avec une équipe municipale, avant d'être un objet physique. Il faut quand même se redire que même dans une équipe municipale, on a des lignes politiques qu'on tient, en tout cas sur lesquelles on a des intentions, on a un programme, en tout cas on l'a construit comme ça à Saint-Sulpice-la-Forêt. Le fait est, c'est qu'il faut réussir à traduire une intention politique en action, et le biosourcil il répond à plein d'endroits. Quand on veut réussir un projet biosourcé, il faut déjà se remettre d'accord entre nous sur c'est quoi
Donc il nous faut des personnes qui nous aident à trouver à comprendre l'état de l'art et du sujet, de se dire jusqu'où on peut pousser. Et les questions qui souvent nous sont posées, c'est jusqu'où vous voulez aller, parce qu'on peut aller très très loin. On peut faire de l'innovation, on n'est pas obligé de respecter des règles, on peut faire des ATEX, bref, on peut aller très très loin. Donc la question c'est quoi vos limites? Est-ce que vous voulez pousser comme les précurseurs qu'on lançait des choses, c'était pas normé, etc. Est-ce que vous avez des attentes particulières? On avait une attente très forte, on voulait de la paille absolument et de la terre, donc c'était un invariant. Quel projet? Ah oui, construction d'un nouvel accueil de loisirs sans hébergement à Saint-Sulpice-la-Forêt, un bâtiment qui a été livré l'année dernière, un bâtiment qui est énergie positive et bas carbone, dans le bâtiment durable performant de la région. Et tout ça, pour moi, c'est tout le sujet préalable avant de commencer à se dire qu'on a la maîtrise d'œuvre, etc. C'est que l'équipe municipale, il faut qu'elle soit d'accord déjà avec ses attentes et qu'est-ce que ça engendre, la compréhension de ce que ça engendre derrière, du point de vue du projet, de sa manière de le piloter, sa manière de le penser et les impacts potentiellement financiers et de communication aux habitants. Donc, je pense que quand on a fait ça, on a déjà fait, je pense, 50% du boulot. Et Muriel, à quel moment on sait si c'est un projet réussi? Alors déjà, c'est quand il a abouti et qu'on sait que sur un certain nombre de lots, on a réussi à placer des produits biosourcés ou avec l'impact carbone. Parce qu'un projet réussi en fonction de l'état de la réflexion de l'équipe municipale, comme le disait Yann, on peut avoir des victoires alors qu'on n'a traité qu'un seul lot et on considère que c'est réussi parce que c'était une victoire. Je pourrais vous montrer l'historique tout à l'heure sur la commune de Clément, et c'est vraiment cette démarche-là. Donc il ne faut pas forcément être jusqu'au boutiste parce que ça dépend du niveau de réflexion. Et c'est réussi, je pense, quand on a atteint nos objectifs et puis quand on regarde dans le rétroviseur, si on n'a pas trop dépassé le budget initial, s'il n'y a pas trop de conflits, ça s'est bien passé. Donc on peut avoir un très beau projet sur le papier qui a été une vraie galère à porter. Bon voilà, si ça s'est bien passé, si les délais, les coûts étaient respectés et si on a placé, comme on l'avait décidé sur un certain nombre de lots, des produits biosourcés, ben c'est réussi. Après, parfois il faut commencer par un bout et on ne peut pas forcément tout faire bien d'un seul coup. Et parfois, sur une collectivité, ben, il faut du temps pour que les élus, les agents acceptent d'aller finalement vers des projets comme ceux de Yann. On est passif, bas carbone, etc. Merci beaucoup. Alors, Michaël, Laurent, c'est quoi un projet réussi quand vous accompagnez une collectivité? Un projet réussi, c'est un projet où d'abord les élus ont émis une volonté politique claire, avec des objectifs clairs, et qu'on a su les traduire par des solutions techniques qui ont été apportées par les maîtrises d'œuvre et leur bureau d'études, et puis les artisans ensuite, en un objet concret. Je veux dire, voilà. Le réseau Brudel, quelque part, il est né de ça. Quand je suis arrivé à Brudel, il est né de ça. Il est né de dire qu'entre la volonté politique initiale, pour peu qu'elle ait été clairement émise, et le résultat final, on pouvait avoir un gap considérable qui s'est créé ici pour des raisons techniques. C'est super ce que vous voulez faire, mais techniquement, on n'a pas la solution. Monsieur le maire, oui, vous voulez construire en paille, mais il n'y a pas de règle qui dit que la botte de paille, à l'époque, avait un lambda d'isolation, donc on va doubler en laine de verre. À un moment de la conception, il a été question de ça. Voilà. Ou vous voulez mettre une fenêtre pédagogique, mais si le verre est cassé, quelqu'un va mettre une allumette, ça va prendre feu. C'est absolument faux, mais on se confronte à ça. Des problématiques techniques, des problématiques réglementaires, des problématiques économiques. J'ai vu au cours de ma carrière, les murs en terre vont coûter tant. Bureau d'études structure qui surévalue, qui méconnaît la terre, donc il va surévaluer en phase avant le projet définitif, et qui vont faire reculer les élus parce qu'ils vont craindre une surconsommation budgétaire. Voilà. Donc c'est vraiment passer de l'objectif au réalisé en évitant tous les gaps, y compris les gaps de gouvernance au sein même de l'équipe municipale, un élu qui va dire attention, est-ce qu'on est sûr de... voilà. Donc on entend quand même un engagement politique fort, avec une concertation. Ça c'est vraiment le préalable, le socle, on est d'accord? C'est le socle. On est d'accord. Et alors, on a ce socle, ok, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté en tant qu'élu ou service technique pour avoir un projet biosourcé réussi?
Alors je sais qu'il y en a certainement une très grande liste, ou pas, mais vous allez nous expliquer ça. Quels sont les sujets un peu urticants ou difficiles? On va enfoncer une porte ouverte, hein, mais la grande majorité du temps d'un élu, c'est de faire du projet et de passer des difficultés. Moi, la réalité, il y a quelques maires dans la salle, on gère des problèmes tous les jours. Et de retour d'expérience, je ne sais pas, Marianne, comment tu pourras le dire, mais moi, il n'y a pas eu plus de difficultés dans un projet biosourcé qu'il y en a eu dans un bâtiment classique. J'ai entendu, hein. Ça fait 10 ans, voilà. Moi, ça fait 10 ans que je suis maire, on a fait plusieurs bâtiments, des rénaux, etc. Le sujet, c'est toujours pareil, c'est comment on a travaillé en amont le projet, que ce soit une rénovation, une création, etc. Avec qui on travaille, est-ce que le coordinateur de chantier, la maîtrise d'œuvre, est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle est compétente? Après, on parle d'humain, c'est-à-dire il suffit d'une entreprise, elle a un problème de recrutement à ce moment-là, etc. Il y a une tension sur le marché, du coup, on a quelqu'un qui ne comprend pas, ne sait pas faire son boulot, ou il y a un quiproquo. En fait, il y a plein de facteurs, mais qu'on va retrouver dans n'importe quel chantier, et c'est pas lié à la question du biosourcé. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette idée-là. On a des galères entières sur des bâtiments qui ne sont pas du tout biosourcés, et on a les mêmes. Donc, moi, je ne mettrais pas de facteurs là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les personnes avec qui on va travailler, il y a intérêt qu'on soit clair sur les objectifs et les attendus, et sur la vérification de leur capacité à faire. Il y en a beaucoup qui, des fois, nous disent qu'ils savent faire, et arriver le jour J, on comprend en fait que c'est leur première fois. Donc il y a quand même un petit travail d'accompagnement, de vérification, la constitution des équipes, soit côté entreprise, soit côté maîtrise d'œuvre, pour s'assurer que les compétences attendues dans un bâtiment biosourcé soient maîtrisées, parce qu'on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler une construction conventionnelle. Et dans une construction conventionnelle, si une entreprise, c'est la règle du marché public, mais que malgré tout, on s'est trompé parce que le marché public nous a mis quelqu'un et qu'on pense que c'est pas forcément la bonne personne, ça peut pas fonctionner aussi. Donc voilà, première réaction. Merci. Alors, et vous, Muriel Douté-Couton, des difficultés, des freins? Alors, j'ai entendu parler d'une histoire de contrôleur technique, et ça tombe bien parce qu'on avait une question pour les contrôleurs techniques, qui concernait les contrôleurs techniques tout à l'heure à la table ronde précédente. Alors, en fait, sur les difficultés, je peux durer longtemps, donc je vais juste l'illustrer par des anecdotes. Moi, mon parcours d'élu, j'ai un mandat d'adjointe au maire entre 2008 et 2014, et je suis maire depuis 2016. Quand on est adjoint, qu'on a 30 ans et qu'on a envie d'impulser une nouvelle couleur à une rénovation extension d'un bâtiment, dans les années 2010, moi je me suis vue flipper d'aller voir le maire pourtant auquel j'étais adjointe et il y avait confiance, pour lui prouver qu'il fallait quand même réisoler la cantine en même temps qu'on faisait l'extension et que si ça serait quand même bien que ça soit de la ouate de cellulose. Donc, c'est global, donc pas penser global, c'est-à-dire sur le lot isolation des parois extérieures, on va mettre de la ouate de cellulose et donc je me suis vue rédiger un argumentaire pour aller dans son bureau et lui dire il faut faire ça. Donc quand on est adjoint ou adjointe et qu'on a envie de faire avancer quelque chose, il faut avoir l'argumentaire, donc il faut être outillé pour ça. Donc ça c'est une difficulté politique d'arriver à faire passer pour ceux qui n'ont pas forcément d'expérience technique ou qui démarrent dans leur vie politique, il faut arriver à passer ce cap-là. Je vous cache pas, quand on est maire, c'est vachement plus simple. Parce que déjà, on a monté son équipe, on a construit son projet politique, et que du coup, ça passe mieux. Et donc, ça faisait partie des invariants sur les nouveaux projets, avec mon équipe élue en 2016. Par contre, il faut être prêt à répondre à des injonctions. Par exemple, si on n'avait pas mis autant d'argent sur la canopée à mettre de la paille et des trucs comme ça et des trucs écolos, et bien peut-être qu'on aurait plus de sous pour les prochains projets d'extension de la salle de sport. Ok, donc tact. Donc après, il faut reprendre le pourquoi. Le pourquoi on fait ça, pourquoi est-ce que ça permet de faire évoluer aussi les pratiques quand la commande publique évolue. Donc ça, c'est des difficultés d'ordre politique. Après, il y a les difficultés d'ordre économique. J'enfonce des portes ouvertes, mais il y a quand même l'a priori de se dire si on va mettre du biosourcé sur un certain nombre de lots, forcément, le prix va augmenter. Donc moi, mon argumentaire, ça a toujours été de dire certes, mais si on fait un bâtiment conventionnel, on va avoir droit à peu de subventions, alors que si on fait un bâtiment
quand même plus respectueux de l'environnement, on va pouvoir chercher des subventions et au final le reste à charge pour la collectivité, même si les marchés de travaux sont plus importants, le reste à charge sera moins élevé. Ça se vérifie dans un certain nombre de cas de manière relative. Je pense que la canopée nous coûte un petit peu plus cher qu'un bâtiment entre guillemets classique, mais c'est absorbable. Donc il y a des difficultés d'ordre politique, des difficultés d'ordre économique. Bon, les difficultés de chantier et contrôleurs techniques, on sera peut-être amené à en discuter, mais là c'est inhérent aux professions, au corps de métier, pas vraiment aux décisions des élus, même si après il faut les gérer. Alors justement quand même sur cette question des contrôleurs techniques, je me permets d'y revenir, on avait une question sur la table ronde précédente, c'était à quel moment faire appel à un contrôleur technique? Michael, une réponse peut-être par rapport à cette question? Oui, alors peut-être simplement, il est bien de savoir, quand on recrute un contrôleur technique, un petit peu dans quelle direction on va aller, de quel type de bâtiment on va faire. C'est sûr. Quel est son rôle? Si vous pouvez nous rappeler son rôle. Le rôle du contrôleur technique, c'est d'apporter une garantie, je dirais, autonome à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage, que le bâtiment est sûr, solide, résistant au feu, résistant à la sismique, etc. Une sorte de contrôle, il contrôle la solidité et le caractère sûr de l'ouvrage. Donc évidemment, si on veut faire un bâtiment en paille porteuse, eh bien, il serait assez, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Bordel par exemple pour la construction en terre porteuse, il est tout à fait intéressant de faire un cahier des charges spécifique pour le bureau de contrôle, pour lui donner du temps, pour qu'il puisse regarder les calculs qui vont être fournis par les bureaux d'études, notamment les bureaux d'études structure, d'analyser ces chiffres, puisque ces chiffres ne sont pas dans la littérature quotidienne des DTU, des règles professionnelles, etc. Voilà. Si on est sur un bâtiment en ossature bois paille qui rentre dans les règles professionnelles, nous sommes dans les techniques aujourd'hui parfaitement courantes, il ne devrait pas y avoir de problématiques spécifiques. Néanmoins, ça peut arriver, puisque pour le cas de Muriel, dans le cas de règles professionnelles, de respect des règles professionnelles paille, elle a eu un bureau de contrôle qui a exigé un avis technique sur les murs en paille qui allaient être projetés et qui vous a obligé du coup à retirer l'idée d'une solution de prendre des pailles d'un agriculteur local et à acheter des murs en paille préfabriqués de la seule entreprise qui avait un avis technique qui est basé dans le 72. Merci beaucoup. Vous voulez compléter, Muriel? Non, enfin, Michael a tout dit. Les conséquences, c'est quoi? C'est que c'est un peu agaçant, ça fait perdre du temps, que c'est quand même assez séduisant de se dire ben, on va utiliser des pailles produites sur le territoire et au final c'est pas possible, mais c'est pas très grave. Voilà, sur le moment c'est désagréable parce qu'on perd du temps, parce qu'il faut trouver des solutions, parce que ça oblige à modifier des cahiers des charges, etc. Mais bon, au final, le projet il a vu le jour, donc ça fait partie des péripéties qui sont pénibles, mais comme disait Yann, on gère tout le temps le problème, les péripéties. Si je peux me permettre, en fait, c'est extrêmement rare, et c'était au démarrage. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problématique particulière. Je dirais presque même l'inverse. Je dirais que, et pour dire Yann, il n'y a pas plus de problématiques, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est presque plutôt une plus grande attention de la part des maîtrises d'œuvre de conception, de la part des artisans, de la part des bureaux d'études. On voit une grande attention dans la conception et dans la réalisation concrète des projets. De mon point de vue, on a moins de problèmes aujourd'hui dans des conceptions biosourcées globales, dans une vision globale, qu'avec des bâtiments dits conventionnels. Et je parle sous votre contrôle, c'est qu'un contrôleur technique, c'est dès l'idée presque du projet, on peut déjà consulter le contrôleur technique, en tout cas le plus tôt possible dans les projets. Yann. Un acteur dont on n'a pas parlé qui me semble essentiel, c'est le programmiste. Si on veut être clair sur le projet, sur le propos, ça sous-entend qu'on soit capable de faire un cahier des charges qui soit de qualité, qui soit explicite. Et du coup, le choix du programmiste et la qualité et la capacité qu'on aura ensuite à expliquer, à faire de la pédagogie auprès des élus, auprès des financeurs, auprès des maîtrises d'œuvre, auprès du bureau de contrôle, etc. Malgré tout, c'est ce travail préalable. Donc le choix du programmiste me semble quand même une étape importante. Si elle n'est pas incontournable, elle est essentielle. On peut faire de la co-conception qui revient à peu près au même, c'est-à-dire de se dire on prend une maîtrise d'œuvre qui va co-concevoir le cadre du projet avec des grandes intentions qu'on peut poser en amont mais qui sont assez larges et après on va détailler. Et enfin, donc ça je pense que c'est deux outils différents parce que des fois on n'a pas besoin d'un programmiste si on est à peu près clair sur
c'est combien de mètres carrés et ce qu'on va faire, mais par contre la question de la co-conception est plutôt intéressante. Et enfin, deuxième élément qui me semble peut-être à dire, c'est on a un mauvais réflexe sur lequel peut-être il faut se détacher, c'est quand on veut faire des économies, qu'on est sur un projet biosourcé, on va se dire dans ce cas-là on va enlever les panneaux solaires, je sais pas, la double couche, je sais pas quoi. Donc on a des réflexes culturels de se dire que c'est parce qu'on a mis du biosourcé qu'on a des économies à faire et donc du coup il fallait taper dans les objectifs de matériaux biosourcés. Finalement, nous les économies, comme tout projet, entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on a dû faire, il faut faire des économies. Donc la réalité du quotidien, là aussi. On a diminué du mètre carré, parce qu'en fait ce qui coûte cher dans un projet, c'est le choix du mètre carré. Combien de mètres carrés on fait? Nous, il fallait qu'on fasse une certaine grosse économie, donc on a enlevé 70 mètres carrés sur un bâtiment qui aujourd'hui en fait 430, autour de 500 mètres carrés. Économie, en enlevant ces 60 mètres carrés. C'est fois 321, à peu près 200 000 euros, entre 150 et 200 000 euros d'économie demandée. Et donc ça on peut dire, tous les choix de biomatériaux, on balance le délai du bain, permettez-moi l'expression, et on dit on va faire du conventionnel parce que potentiellement ça va coûter moins cher, etc. Ce qu'on dit, il faut, dans des principes de frugalité, intensifier l'usage, mutualiser les espaces, réorganiser l'usage du sol, des pièces et des bâtiments existants, et c'est à partir de là qu'on arrive à finalement à se dire que le bâtiment il a 60 mètres carrés en moins, mais en fait il fait le taf. C'est juste qu'il y a des endroits, au lieu de faire 2 mètres carrés supplémentaires, on a été voir 2 mètres carrés qui étaient déjà existants, on a dit dans la temporalité, dans la chronotopie de l'usage des bâtiments, il va falloir avoir des espaces de mutualisation. Et là on revient sur un truc qui est moins évident quand on est dans des projets comme ça, c'est qu'on rentre dans le fonctionnement des services et dans le budget de fonctionnement versus le budget d'investissement qui lui est plutôt mécanique, emprunt, des choses très mécaniques. Là où quand on rentre dans la partie service et fonctionnement, on est dans des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus humaines, qui nécessitent des conduites de changement et qui sont moins faciles finalement des fois à piloter que de faire un choix sur un tableur Excel avec une entreprise qui fait ou qui fait pas. Donc finalement, l'histoire du coup, c'est un faux problème quand on entend vos propos. Alors Muriel, on n'est pas tout à fait d'accord. Alors dites-nous Muriel, dites-nous. Non, c'est pas du tout un faux problème, c'est bien de la guerre et d'autant plus dans le contexte actuel. Moi je voulais réagir sur la question du programmiste. Moi je plaide pour le recours au programmiste, pas systématique parce que sur des tailles de projet à 200 000 euros, ça justifie pas forcément. Mais il ne faut pas oublier que quand on recrute un maître d'œuvre, enfin vous le savez toutes et tous, le maître d'ouvrage fixe le montant de travaux qui permet de fixer la rémunération du maître d'œuvre et que si on se gaufre, pardonnez-moi l'expression, sur le montant initial de travaux, on traîne tout du long. Donc moi je plaide pour le recours aux programmistes qui peuvent clarifier les besoins, faire éventuellement des économies en amont, clarifier des besoins en surface, en locaux et fixer des objectifs environnementaux. Et une fois qu'on est clair sur un programme qui est bien calé, après on déroule, on recrute un maître d'œuvre avec une équipe qui sait à quoi s'en tenir, on recrute un bureau de contrôle qui sait à quoi s'en tenir, et pour moi, le rôle du programmiste, il est essentiel. Et en fait, pour l'avoir vu de l'intérieur, moi j'ai eu un métier dans le bâtiment avant de consacrer mon temps à mon mandat, mais en fait, il y a beaucoup d'élus dans des petites collectivités qui ne connaissent pas ce métier. On leur parle de programmiste, ils ne savent pas de quoi on leur parle. Donc je pense que c'est un métier qu'il faut promouvoir, c'est un métier très important, et qui permet de caler les projets et de ne pas avoir d'incertitude. Alors il y a des maîtres d'œuvre qui sont capables, et nous on l'a fait sur l'extension, rénovation-extension de notre école maternelle. En fait, on a retenu un maître d'œuvre auquel on a confié une première phase, une tranche ferme de mission qui est une phase diagnostique et programme, finalement. Donc il a eu pour mission de réaliser le diagnostic et la programmation finalement des travaux qui allait être commandé en tranche conditionnelle, et ça a bien fonctionné parce qu'on était sur un projet pas trop important en termes de montant. Après on a le code des marchés publics avec lequel il faut se battre aussi, mais ça peut être des astuces qui permettent d'avancer, mais vraiment le programmiste, surtout quand on est dans l'existence, c'est important. Merci beaucoup. Alors y a-t-il une seule recette pour un projet biosourcé réussi, Michael? En fait, oui, il y a quand même une recette globale. Premièrement, j'aurais tendance à dire que déjà, ce qu'on demande à des élus, c'est de mener une démarche systémique. Ils doivent répondre, ils doivent faire d'une pierre 15 coups. Alors j'ai une diapo qui voilà, mais quelque part, aujourd'hui, la complexité, c'est qu'il faut faire de l'économie de foncier,
la question des mobilités, l'accès à l'eau, l'accès à la santé, etc., l'accès au paysage, la question du paysage, jusqu'à l'emploi local et puis l'entretien et la maintenance. Il faut donc qu'ils mènent une démarche systémique et surtout pas, on peut avoir dans le projet d'essayer d'analyser la question des déchets, la question de l'eau, la question de l'énergie, etc. Mais c'est bien l'idée qu'il faut avoir une réponse globale et systémique. C'est-à-dire qu'il faut faire une pierre 15 coups, je ne peux pas le dire autrement. Comment on fait pour ne pas renchérir le projet? Il faut du temps. Il faut du temps pour l'élaboration du programme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache vraiment ce qu'on veut faire. Le pire d'un projet, c'est quand on a mal défini ses objectifs et qu'en cours de discussion avec l'architecte, on en rajoute. Alors là, l'architecte, ça devient infernal, et plus un équipe municipale, c'est infernal, et puis on aboutit, on va renchérir, on va coller de l'acoustique sur un truc qui n'avait pas été conçu acoustiquement, c'est merdique. Et puis, quand on n'a pas d'ingénierie en interne, il faut se faire entourer d'ingénierie. Alors, ça peut être un CAUE en face, par exemple, justement, d'élaboration du programme. Ça peut être une agence de l'énergie et du climat qui va porter un regard sur la question de la solution thermique qui va être proposée. Ça peut être la fédération des matériaux biosourcés pour avoir un regard aussi sur les aspects constructifs et biosourcés, pour ne pas éviter les problématiques, par exemple, au feu, que j'ai pu voir. Il n'y a pas du tout de souci d'un point de vue général, mais il faut savoir bien concevoir. Ça peut être le réseau Brudel pour avoir des retours d'autres élus, faire des visites, voir des bâtiments pour voir ce qui a pu se passer. Ça, ce serait déjà une première démarche. Après, je reviendrai sur les points d'attention, mais c'est déjà ça. Merci beaucoup. Alors effectivement, on a un retour là de Bertrand, architecte, et la question que vous venez d'y répondre, Michael, pouvez-vous nous confirmer que la démarche d'un projet éco-construit nécessite du temps et de la concertation et ne s'inscrit pas dans un cadre classique de loi MOP, notamment dans les délais d'études? Sur mortel, le mur en terre, bon, il faut du temps, mais j'irais même sur un projet conventionnel, normalement il faut du temps aussi en fait. C'est pas le biosourcé qui pose une réelle problématique, peut-être simplement, effectivement, quand on veut construire en paille ou en terre et il y a une pensée à avoir, il y a une anticipation à avoir un peu plus spécifique parce que si on veut que la paille elle soit fournie par un agriculteur local, si on veut que la terre on la récupère d'excavation, il faut avoir un process et y penser. Mais c'est, je veux dire, l'école de Saint-Danton qui a été faite, que j'ai accompagnée il y a 13 ans, la construction s'est faite en un temps record et la construction en un temps record et on est sur un bâtiment de très très grande qualité. Donc je n'irai pas là-dessus pour moi. Je ne confirme pas ça. Non. Merci beaucoup. Yann. Oui, j'étais en train de dire le rapport au temps. Un bâtiment public, parce que là on parle que de bâtiment public, hein, c'est un projet qui dure 4 ans. Voire plus. Pour vous donner un ordre d'idée, 2,7 millions d'euros pour le projet de Saint-Sulpice-la-Forêt, parce qu'il y avait un nouvel ALSH, une extension d'école, une rénovation thermique du centre culturel et l'aménagement des abords. C'est 4 ans de préparation de stratégie budgétaire, c'est 4 ans d'ingénierie et c'est un travaux, quasi 2 ans de travaux dans les 4. Donc en fait c'est un projet de quasi 2 mandats. Et là on est en train de finir de mettre les dernières poubelles, les dernières tables, les derniers buissons sur le devant. Donc on voit bien que la question du temps, c'est là où pareil non, c'est pas tant le sujet. Si on anticipe avant et que c'est programmé, un équipement comme ça, quelle que soit la taille de la commune, je vois Laurence qu'elle a une commune qui est beaucoup plus grande, c'est 10 000 habitants, c'est béton. Eux comme nous, quelle que soit la taille des communes, on a des programmations pluriannuelles d'investissement et ces grands équipements-là, on les planifie dans le temps parce qu'on sait que c'est une dépense exceptionnelle et les processus de subvention, dont Muriel en parlait tout à l'heure, ils demandent aussi de l'anticipation. Donc on ne se lève pas un matin en se disant tiens, on va le faire. Par contre, là où c'est intéressant, dans ce que Muriel soulevait tout à l'heure sur la stratégie de financement, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde les éléments de critérisation, que ce soit à l'échelle de la métropole, que ce soit à l'échelle du département, que ce soit à l'échelle de l'État, ou de la région ou de la caisse d'allocation familiale, quand on fait du bâtiment en France, les éléments de critérisation, de biosourcés, de bilan carbone, ils sont aujourd'hui prépondérants dans soit des bonus, soit des fléchages, soit des arbitrages sur on ne peut pas financer tout le monde et qui on finance. Donc c'est sûr que moi j'ai plutôt une tendance à dire pousser les bâtiments les plus performants possibles avec des matériaux biosourcés parce qu'aujourd'hui dans les critères, quels que soient les institutions avec lesquelles on travaille, si on arrive à regarder nos institutions, je fais une petite parenthèse
comme elles sont. Parce que dans un cadre... Vous avez dit non, pas de politique. Ouais, quand même, on a le droit de se méfier. Et bien du coup, on a aujourd'hui c'est plutôt positif de garder ces éléments-là, et ils sont pas du tout plus, ils sont plutôt poussés aujourd'hui dans la participation. Le projet, nous on a fait 70% de subvention sur le dernier projet. Alors le taux, pour info, le taux de subvention, plus la commune est petite, plus le taux de subvention est haut, plus la commune est grande, plus le taux de subvention est bas. Donc comparer les communes de projets en subvention, si on ne met pas le ratio par habitant, si on ne fait pas la comparaison de taille de commune, ça ne marche pas parce qu'on a des systèmes de péréquation, c'est quand même ce qui fait à peu près l'équilibre d'une république. Les systèmes de péréquation font que quand la commune est petite, on a des participations financières, de subventions des acteurs publics qui sont plutôt fortes, et quand la commune est plus grande, les niveaux de subvention sont un peu plus bas. Et alors justement, parlez-nous un petit peu plus dans le détail du projet de la commune, parce que le projet est très ambitieux, Yann. Et oui, parlez-nous, quel était le projet exact de la commune? Vous l'avez présenté très très brièvement, mais qu'est-ce que vous avez envie de nous partager aujourd'hui sur ce projet-là? De quoi finalement vous êtes peut-être le plus fier? Très bonne question. Comme ça veut dire que le projet de la commune, il est le fruit de ce qu'ont fait les copains avant. C'est-à-dire que si on arrivait à faire ce qu'on a fait à Saint-Sulpice-la-Forêt, en fait, je suis un très bon copieur. La réalité, c'est qu'en fait, j'ai été voir ce que faisaient déjà les autres depuis 20 ans, 30 ans, et on a pris les meilleures idées, on les a mis sur papier, on a dit voilà, moi je veux faire copier-coller de ce que j'ai vu là, et est-ce que c'est possible? On a dit bah oui. Vous êtes malin, pas précurseur alors. Moi je suis pas précurseur du tout, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a déjà montées depuis longtemps, construire en terre. Mickaël n'est pas tout à fait d'accord. Peut-être pas précurseur sur la LSH, précurseur sur d'autres sujets. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc on a un bâtiment qui finalement, il y a 20 ans, on le faisait déjà, donc c'est une ossature bois, isolation en paille, avec de la paille qui vient d'un paysan qui était à 3 km, parce que moi, j'ai pas eu le problème qu'a pu avoir Muriel. Donc il faut anticiper, les agriculteurs, ils semencent quand même, c'est moins, la paille ça s'anticipe, il y a des rotations et il faut se respecter, etc. Il y a des taux d'humidité, bon bref. On est sur un bâtiment, on a utilisé 3 types d'usage de la terre, avec Grégory qui est là sur les marches de Maison Terre. On a des briques, donc des adobes, qu'on a fait en chantier participatif avec des habitants, des enfants, le centre de loisirs, etc. Donc on a construit à peu près 1200-1400 briques en terre. Donc c'est super, donc ça se passait 3 fois 2 jours plus 4 jours pour les enfants. Avec un apéro et des grillades et une fête locale à chaque fin de chantier. C'est la base. On reste humain malgré tout, on reste des êtres sociaux. Le deuxième usage de la terre, c'est plutôt du bancher. Voilà, on a fait des murs avec la terre et de la paille à l'intérieur d'une ossature. Et enfin, on a eu des enduits terre qu'on a mis sur la quasi-totalité des murs où on le pouvait, en tout cas. Des endroits où c'était un peu plus compliqué. Donc on a eu cet usage de la terre là. On est des ouates de cellulose pour l'extension de l'école. Bref, après c'est assez classique finalement. Dans ce qu'on retient nous, peut-être, c'est... je pense que la question du biosourcé, elle avait une dimension nouvelle, un bâtiment, c'est que ça peut faire un objet social plus qu'un objet que bâti. J'ai des sciences humaines, des sciences sociales, j'ai des biais, j'ai des biais. Mais en tout cas, quand on fait du biosourcé, c'est quand même plus facile de mettre 10 personnes autour d'une brouette de terre que de mettre 10 personnes les pieds dans du ciment. Voilà, l'aventure n'est pas tout à fait la même, ou 10 personnes dans une salle avec de la laine de verre et 10 personnes avec de la paille, pareil, l'expérience humaine n'est pas tout à fait la même. Donc quand on a une intention politique de dire qu'un nouveau bâtiment est un objet social, et que du coup il peut amener une vie locale, il peut amener une dimension intéressante de partage d'expérience et de vécu, qui laisse une trace dans la vie de la commune, les matériaux biosourcés, je trouve, sont un bon support, en tout cas sont peut-être plus faciles comme support que d'autres. Je dénigre pas le fait qu'on peut monter des murs en parpaing, que ça soit sympa, c'est pas ça que je dis juste que le matériau il se prête à ça parce qu'il y a une dimension symbolique et une dimension malgré tout naturelle, d'objets naturels qui le facilitent. Et si l'équipe municipale veut bien porter ça et qu'on a des entreprises qui veulent jouer le jeu, ce qui est si important, je pense que ça fait une belle aventure.
Pour les habitants, et je le dis parce que souvent c'est oublié, pour les élus, parce que quand vous bossez pendant 6 ans sur un projet, avoir un moment un peu sympa, moi je pense qu'il faut célébrer les choses. Et donc quand on va sur un chantier et que les élus y participent, il y a une forme de célébration collective et ça fait du bien aussi à l'humain. Merci beaucoup. Et on a eu une question précédemment avec les ABF, Architectes des Bâtiments de France. Est-ce que sur ce projet, il y a eu un sujet, Architectes des Bâtiments de France, ou pas du tout? Oui, parce que si c'était pas assez simple, on a l'ABF en plus, architecte. C'est bien. Les ABF, il faut travailler un peu. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Non. Tout va bien. Et l'ABF est là ou pas? Madame Morin, ouais, non. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on travaille très bien avec l'ABF. Il faut juste qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Alors que l'ABF, si vous êtes très en amont et vous êtes d'accord sur les principes, sur les formes et sur les volumes, et que vous avez à peu près compris ce qu'elle attend, là c'est une femme, il n'y a aucune difficulté. Même dit différemment, quand vous êtes maire et que vous dites à l'ABF que vous voulez faire du bâtiment biosourcé avec des enduits de terre, avec de la paille, etc., elle dit super. Le photovoltaïque n'a pas non plus été un problème. Il y a une forme de doctrine interne aujourd'hui qui dit que si le photovoltaïque couvre la totalité de la toiture, il n'y a pas de difficulté. Si on fait l'essaimage entre guillemets de panneaux solaires à plein d'endroits, ça ne marche pas. Nous, on n'a pas eu de difficulté majeure avec la l'ABF là-dessus. Il y a 2-3 règles qui peuvent vous amener des surcoûts, mais ça fait des années que ça existe, donc du coup, il n'y a pas de côté là-dessus. Merci beaucoup. Muriel, parlez-nous rapidement du projet de Canopée. Qu'est-ce que vous retenez de ce projet-là? En fait, je voulais présenter aussi la progression de la réflexion communale sur le sujet, donc je ne sais pas si les diapos vous envoyez trop tard. Non, pas de problème. Juste la présentation de Plélan, 4100 habitants, si on peut revenir, voilà. C'est la petite interco d'Ille-et-Vilaine, ancienne communauté qui va de Brèche-Montfort à Paimpont d'est en ouest. Voilà. Et donc sur la progression de la commune en termes de projets biosourcés, et je vais arriver à la Canopée. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure dans mes anecdotes de la rénovation-extension du restaurant scolaire qui a été livré en 2011. C'est la première fois qu'on mettait de la ouate de cellulose en isolation dans les murs d'un bâtiment communal. Bon, il a quand même fallu prouver l'intérêt à l'entreprise qui était titulaire du lot que c'était intéressant. Donc, ça fait partie du job. En 2014 a été livrée la rénovation-extension de l'école maternelle des Mains Vertes. Donc là, on avait la chance que c'était déjà un bâtiment ossature-bois, donc ça a considérablement facilité les choses. Donc on a réisolé l'existant avec de la fibre de bois, un bardage bois, et l'extension a été réalisée en ossature-bois avec l'isolation en fibre de bois et aussi de la ouate de cellulose. Et puis des menuiseries bois alu. Et la Canopée, c'est le premier bâtiment neuf construit dans la commune depuis 2001. Donc lui a fait l'objet d'une vraie démarche de définition de besoins, programmation, concours d'architectes, puisqu'il y avait un concours. Et en fait, entre les premiers travaux de définition des besoins en 2009-2010 et l'inauguration de la première tranche en 2019, il s'est passé 10 ans. Donc c'est pour vous dire, ce que disait Yann, on est dans le temps long, donc c'est frustrant. Il y a eu des élections partielles entre-temps, il y a eu une refonte du projet en cours parce que l'équipe qui avait porté sur 2 ans juste la partie concours, en fait, elle n'avait pas travaillé le plan de financement, donc il a fallu reprendre. C'est ce qui explique aussi que ça a été un peu long. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a été construit en ossature bois paille pour sa première tranche, isolé en fibre de bois avec de la ouate de cellulose dans certains plafonds, des menuiseries bois alu, un sol à caoutchouc, on est vraiment abouti. C'est une chaudière bois granulé qui chauffe le bâtiment. On n'a pas mis de photovoltaïque, c'est notre regret, mais comme on a repris le projet un peu à l'arrache, il a fallu faire des arbitrages. Donc c'est un bâtiment qui a été lauréat du trophée breton du développement durable sur un prix santé-environnement. Ça c'est important parce que le volet santé, qualité de l'air intérieur, a fait l'objet d'une attention particulière avec le choix non seulement des revêtements intérieurs, sol, mur, plafond, mais aussi un choix du mobilier
et une refonte complètement des techniques d'entretien des locaux du service entretien de la commune. Donc finalement, ça a emporté plein d'autres modifications dans le fonctionnement communal. Et puis, eh bien, les travaux d'extension ont démarré en 2022, donc on vient juste de terminer les travaux de l'extension. Je n'ai pas mis de photo, mais la tranche 2 est livrée, donc les associations commencent à arriver dedans. Donc juste la canopée, c'est la première tranche, c'est une maison de l'enfance en fait, avec une crèche communautaire, un espace jeune et toutes les salles d'animation qui permettent d'accueillir l'accueil des loisirs et que ce soit en accueil périscolaire ou en accueil vacances scolaires, puis une salle d'animation. Et la tranche 2, ce sont des locaux à vocation sociale et médico-sociale pour accueillir notre centre social, la DMR, le service de soins infirmiers à domicile, et puis toutes les permanences sociales du département. Voilà. Et en 2023, on a, dans ce cheminement, on a isolé les combles de la mairie qui abritent des bureaux avec de la fibre de bois. Donc finalement, aujourd'hui, on a 4 bâtiments qui ont fait l'objet d'utilisation de matériaux biosourcés, ça ne pose pas de questions. Il y en a qui sont passés... Il y a eu des trous dans la raquette hein, quand on a fait l'extension-rénovation du centre technique municipal. Ça a été un projet assez contraint en termes de calendrier, en termes de budget. Donc on a été sur une isolation classique. Et là, on a en projet l'extension de la salle de sport et on est aussi parti sur du biosourcé avec des arbitrages plutôt liés aux exigences structurelles. Donc on ne va pas pouvoir avoir de charpente 100% bois, on va être sur une charpente mixte bois-métal. Ça a été discuté avec l'architecte assez longuement, mais l'isolation va être en fibre de bois, chaudière bois granulé. Lancez quand les appels d'offres Alors pas tout de suite, parce que en fait, dans ces processus de temps long, on est encore en train d'essayer de boucler notre plan de financement. Donc on a voté l'APD en mars 2023, et en fait il y a une difficulté qui aurait pu être faite tout à l'heure, mais c'est que les calendriers des structures comme le département ou la région ne sont pas du tout raccords sur ce mandat avec nos calendriers municipaux, enfin, nos mandats. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les types de financement qu'on peut mobiliser. Et donc là, aujourd'hui, on n'a pas bouclé notre plan de financement pour être capable de porter cette extension. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir lancer les appels d'offres. On est encore en attente de réponse de l'Agence nationale du sport, par exemple. Merci beaucoup. Avant de conclure cette table ronde, une question pour Mickaël. Question, quand on parle de coûts, de maîtrise des coûts, est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de sobriété architecturale pour permettre d'adapter l'usage des biosourcés et de la structure à bâtir au projet avec une maîtrise de ses coûts? C'était Morgane Le Goff qui posait cette question. Bonjour Morgane, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un complément, Mickaël, ou c'est la question suivante? Non, mais en fait, tout à l'heure, on a dit biosourcé égale plus cher. En fait, moi, je suis quelqu'un qui se met en contre de ça. En fait, je suis en contre, ou plutôt développement durable égale plus cher. Je suis quelqu'un qui se met en contre. Alors, premièrement, quand une collectivité a 100 € dans la poche, elle a 100 €. Et donc, évidemment, il faut qu'elle fasse avec ces 100 €. Même si on lui dit que, et je suis aussi d'accord avec l'idée du raisonnement plus global, que si elle surinvestit, on va dire, elle pourra économiser dans le coût de fonctionnement, c'est une réalité, mais des fois, elle ne peut pas surinvestir, parce qu'elle n'a que 100 €. Et dans ces 100 €, effectivement, l'idée pour moi est d'avoir une équipe de maîtrise d'œuvre de conception compétente. Il ne faut donc pas la sélectionner que sur le prix. Il faut plutôt même que le prix soit minoritaire dans les critères de sélection pour qu'elle ait du temps et qu'elle mette de l'énergie grise, on va dire, dans cette conception, et qu'elle enlève de la matière là où il n'y en a pas besoin, qu'elle travaille sur la modulation des espaces, et comme l'a expliqué Yann, qu'on travaille sur la question des parkings. Il y a des fois on pose des parkings comme ça, on ne discute pas, c'est 50 places, pourquoi 50, pourquoi pas 44? 6 places de voiture en moins en bitume, c'est cher, quoi. Moi, je regarde toujours les plans avec un regard naïf, parce que je ne suis pas un spécialiste. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin de temps? Est-ce qu'on est obligé d'imperméabiliser? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le parking qui est à 20 mètres? Du bon sens. Du bon sens. Mairie de Bordel, tiens, et ils viennent de décider que les habitants devront utiliser des parkings existants qui seront situés à quelques centaines de mètres du groupe scolaire, plutôt que d'aller imperméabiliser les sols et de mettre énormément d'argent dans des véhicules pour stationner des voitures, et parfois juste être tout proche et avoir les pieds au sec quand on sort de l'espace. Ça tient à ça. Donc oui,
beaucoup de capacités d'économie en conception. Merci beaucoup. En conception neuve, en rénovation, c'est parfois un peu plus compliqué. J'avais un conseil à donner en rénovation, c'est de curer le bâtiment avant pour éviter des surprises, pour permettre aux architectes d'avoir une vision la plus globale possible du bâtiment. Curer, c'est-à-dire déshabiller tout ce qu'on va enlever, qui est destiné à être enlevé, parce que sinon l'architecte conçoit sans trop savoir, et en phase travaux, on se retrouve avec des problèmes. Je crois que l'AQC peut être que satisfait de ça. Ça peut éviter des pathologies, nous sommes d'accord. Nous sommes contraints par le temps et il va falloir qu'on conclue. En guise de conclusion, quel message vous avez à faire passer pour un projet biosourcé réussi? Ça irait avec mon anecdote. Moi, je pense qu'il y a une question de formation, d'accompagnement et d'acculturation. On n'a pas parlé donc un bâtiment, c'est 5%. Le coût d'un bâtiment sur sa durée de vie, sur un cycle complet, 5% c'est les études, 20% c'est sa construction et 75% c'est son coût de maintenance et de fonctionnement sur sa durée de vie entière. Et dans ces 75% de temps de durée de vie, les gens qui s'en occupent, c'est les gens des services techniques. Et donc, dans les petites choses qu'on n'a pas dites, c'est que nous, on a intégré avec les artisans des plans de formation, donc participation des services techniques à la construction et aussi à la formation. Parce que là où avant, ils mettaient des vis dans du placo et ils mettaient de la laine de verre, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des murs en terre et avec des matériaux biosourcés, donc ils n'ont aucune connaissance. Donc si on fait des mutations dans la manière de construire, il faut aussi faire conduire du changement humain dans les compétences et les savoirs. Et ça fait un peu le lien peut-être en conclusion, en disant que c'est à partir de ces nouveaux savoirs et ces nouvelles compétences qu'on arrive aussi à faire avancer le changement et à convaincre les gens que c'est possible. Sinon, on retrouvera chez des gens pour nous expliquer que quand même, ce qu'on nous dit quand on est élu, monsieur le maire, c'est compliqué. Voilà. Évidemment que c'est compliqué. La société, c'est compliqué. Vivre ensemble, c'est compliqué. L'acte de construire est compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc il faut former, acculturer, accompagner. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on est aussi membre de l'association Bredel pour essayer de convaincre, continuer d'être convaincus nous-mêmes et convaincre d'autres élus que, en fait, il n'y a pas de difficulté majeure, juste des problèmes qui sont différents des autres. Merci beaucoup, Muriel de Tébouton. Donc le conseil il est différent en fonction du public auquel on s'adresse. Pour des élus, le conseil que je donnerais c'est il faut tenir bon, il faut avoir un objectif clair, il faut tenir le cap et pas changer, pas se faire impressionner en cours de route par des gens qui vont dire oh, mais vous avez demandé ça, ça aussi citation, hein, vous avez demandé ça à votre appel d'offres et ma petite dame, en fait vous allez laisser tomber en cours de route parce que ça va coûter trop cher, ma petite dame. Merci. Il faut tenir le cap et pas lâcher. Quand on est maître d'œuvre, il faut trouver les voies et moyens de rassurer le maître d'ouvrage. Et moi, je suis très reconnaissante aux architectes qui nous ont accompagnés sur l'école maternelle, parce qu'en fait, ils nous ont dit ok, vous avez un objectif, on sait pas trop, on sait qu'il y a un budget contraint, donc ce qu'on va faire, on va faire des variantes. Et donc on va varianter les lots, et comme ça nous demande plus de travail, mais comme ça on saura exactement et il n'y aura pas de regret. Donc ils ont fait l'effort de varianter beaucoup de lots pour que aussi je puisse. Moi à l'époque j'étais adjointe, donc il fallait convaincre, et en fait c'était la bonne méthode parce que les collègues ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas finalement beaucoup de surcoûts et que ces surcoûts ils étaient largement compensés par la subvention obtenue, et donc ce travail de variante il a permis finalement de retenir que les solutions de base et pas du tout les variantes. Mais les variantes, elles étaient là pour challenger, quoi. Voilà. Juste aussi par rapport aux professionnels de la construction, parfois, quand on veut aller trop loin, quand on veut labelliser, faire de HQE, maintenant ça n'existe plus, mais quand il y a des démarches documentaires trop lourdes, ça coûte de l'argent. Et encore une fois, pour l'école maternelle, moi j'avais donné 3 objectifs. Un bâtiment qui soit faiblement consommateur d'énergie, pour l'énergie à consommer qui utilise des énergies renouvelables et qui ait le moindre impact environnemental sur la déconstruction. Et avec ces 3 cibles, en fait, on a quasiment réussi à viser les 14 cibles de la démarche HQE, sans avoir de référentiel compliqué, sans faire de gestion documentaire complexe. Et finalement, c'était à la hauteur de la taille de la commune, parce qu'on n'aurait pas pu se payer un AMO HQE, encore une fois à l'époque, on dirait plus ça maintenant. Donc en fait, il faut vraiment s'adapter au maître d'ouvrage. Et montrer les références, c'est-à-dire quand vous êtes entreprise, quand vous êtes maître d'œuvre, montrez ce que vous avez fait, valorisez, actualisez vos références pour que les maîtres d'ouvrage, quand ils consultent, ils puissent faire du contrôle de référence et être rassurés.
Donc pour les élus, il faut tenir, et pour les professionnels, eh ben, il faut rassurer. Merci beaucoup. Rapidement, Mickaël, le mot de la fin de cette table ronde. Je vais vous projeter la diapo sur les 7 points d'attention que j'ai préparés, mais je ne vais pas la commenter. Moi, si j'avais 2 mots à dire, c'est du temps. Il faut donner du temps. Du temps aux équipes de programmation pour programmer, du temps aux équipes de maîtrise d'œuvre pour postuler, pour travailler pour le projet, pour rencontrer du monde, pour aller voir les filières, pour concevoir en prenant en compte les futures filières, etc. Et du coup, donner de l'argent dans ces phases de conception, ne pas recruter non plus les entreprises de travaux que sur le prix. Donc cette question d'argent, elle est fondamentale dans l'équilibre économique, mais la conception, c'est mineur, 10-12% dans le prix d'investissement d'un projet. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez les applaudir.